Bienvenue sur Classique en lecture. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, de Maurice Leblanc, lu par Iris. Chapitre 6. Le 7 de cœur. Une question se pose, et elle me fut souvent posée. Comment ai-je connu Arsène Lupin ? Personne ne doute que je le connaisse. Les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j'expose, les preuves nouvelles que j'apporte, l'interprétation que je donne à certains actes dont on n'avait vu que les manifestations extérieures, sans en pénétrer les raisons secrètes ni le mécanisme invisible, tout cela prouve bien, sinon une intimité, que l'existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies. Mais comment l'ai-je connu ? D'où me vient la faveur d'être son historiographe ? Pourquoi moi et pas un autre ? La réponse est facile. Le hasard seul a présidé à un choix où mon mérite n'entre pour rien. C'est le hasard qui m'a mis sur sa route. C'est par hasard que j'ai été mêlé à une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures. Par hasard enfin que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène. Drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'en entreprendre le récit. Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin, dont on a tant parlé. Et pour ma part, disons-le tout de suite, j'attribue la conduite assez anormale, que je tins en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la Cascade, et toute la soirée, tandis que nous fumions, et que l'orchestre de Tziganes jouait des valses mélancoliques, nous n'avions parlé que de crimes et de vols, d'intrigues effrayantes et ténébreuses. C'est toujours là une mauvaise préparation au sommeil. Les Saint-Martin s'en allèrent en automobile. Jean d'Aspry, ce charmant et insouciant d'Aspry, qui devait 6 mois après se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du Maroc, Jean d'Aspry et moi-même, nous revînmes à pied par la nuit obscure et chaude. Quand nous fûmes arrivés devant le petit hôtel que j'habitais depuis 1 an à Neuilly, sur le boulevard Maillot, il me dit « Vous n'avez jamais peur ?»« Quelle idée !»« Dame, ce pavillon est tellement isolé, pas de voisins, des terrains vagues. »« Vrai, je ne suis pas poltron, et cependant... »« Eh bien, vous êtes gai, vous !»« Oh, je dis cela comme je dirais autre chose. » Les Saint-Martin m'ont impressionné avec leurs histoires de brigands. M'ayant serré la main, il s'éloigna. Je pris ma clé et j'ouvris. « Allons, bon, murmurai-je. Antoine a oublié de m'allumer une bougie. » Et soudain je me rappelai. Antoine était absent. Je lui avais donné congé. Tout de suite l'ombre et le silence me furent désagréables. Je montai jusqu'à ma chambre, à tâtons, le plus vite possible, et aussitôt, contrairement à mon habitude, je tournai la clé et poussai le verrou. Puis j'allumai. La flamme de la bougie me rendit mon sang-froid. Pourtant j'eus soin de tirer le revolver de sa gaine, un gros revolver à longue portée, et je le posai à côté de mon lit. Cette précaution acheva de me rassurer. Je me couchai, et comme à l'ordinaire, pour m'endormir, je pris sur la table de nuit le livre qui m'attendait chaque soir. Je fus très étonné. À la place du coupe-papier dont je l'avais marqué la veille, se trouvait une enveloppe cachetée de 5 cachets de cire rouge. Je la saisis vivement. Elle portait comme adresse mon nom et mon prénom, accompagnée de cette mention. Urgente. Une lettre à mon nom ? Qui pouvait l'avoir mise à cet endroit ? Un peu nerveux, je déchirai l'enveloppe, et je lus. À partir du moment où vous aurez ouvert cette lettre, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez, ne bougez plus, ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri. Sinon, vous êtes perdu. Moi non plus, je ne suis pas un poltron, et, tout aussi bien qu'un autre, je sais me tenir en face du danger réel, ou sourire des périls chimériques dont s'effare notre imagination. Mais je le répète, j'étais dans une situation d'esprit anormale, plus facilement impressionnable, les nerfs à fleur de peau. Et d'ailleurs, n'y avait-il pas dans tout cela quelque chose de troublant et d'inexplicable
qui eût ébranlé l'âme du plus intrépide? Mes doigts serraient fiévreusement la feuille de papier, et mes yeux relisaient sans cesse les phrases menaçantes. Ne faites pas un geste, ne jetez pas un cri, sinon vous êtes perdu. Allons donc, pensai-je. C'est quelque plaisanterie, une farce imbécile. Je fus sur le point de rire. Même je voulus rire à haute voix. Qui m'en empêcha? Quelle crainte indécise me comprima la gorge. Du moins, je soufflerai la bougie. Non, je ne pus la souffler. Pas un geste, ou vous êtes perdu, était-il écrit. Mais pourquoi lutter contre ces sortes d'autosuggestions, plus impérieuses souvent que les faits les plus précis? Il n'y avait qu'à fermer les yeux. Je fermai les yeux. Au même moment, un bruit léger passa dans le silence, puis des craquements. Et cela provenait, me semble-t-il, d'une grande salle voisine où j'avais installé mon cabinet de travail et dont je n'étais séparée que par l'antichambre. L'approche d'un danger réel me surexcita, et j'eus la sensation que j'allais me lever, saisir mon revolver, me précipiter dans la salle. Je ne me levai point. En face de moi, un des rideaux de la fenêtre de gauche avait remué. Le doute n'était plus possible. Il avait remué. Il remuait encore. Et je vis, je vis cela distinctement, qu'il y avait entre les rideaux et la fenêtre, dans cet espace trop étroit, une forme humaine, dont l'épaisseur empêchait l'étoffe de tomber droit. Et l'être aussi me voyait. Il était certain qu'il me voyait à travers les mailles très larges de l'étoffe. Alors je compris tout. Tandis que les autres emportaient leur butin, sa mission à lui consistait à me tenir en respect. Me lever? Saisir un revolver? Impossible. Il était là. Au moindre geste, au moindre cri, j'étais perdu. Un coup violent secoua la maison, suivi de petits coups groupés par 2 ou 3, comme ceux d'un marteau qui frappe sur des pointes qui rebondit. Ou du moins, voilà ce que j'imaginais, dans la confusion de mon cerveau. Et d'autres bruits s'entrecroisèrent. Un véritable vacarme qui prouvait qu'on ne se gênait point et que l'on agissait en toute sécurité. On avait raison, je ne bougeais pas. Fût-ce lâcheté? Non, anéantissement plutôt. Impuissance totale à mouvoir un seul de mes membres. Sagesse également, car enfin, pourquoi lutter? Derrière cet homme, il y en avait 10 autres qui viendraient à son appel. Allais-je risquer ma vie pour sauver quelques tapisseries et quelques bibelots? Et toute la nuit ce supplice dura. Supplice intolérable, angoisse terrible. Le bruit s'était interrompu, mais je ne cessais d'attendre qu'il recommençât. Et l'homme qui me surveillait, l'arme à la main. Mon regard effrayé ne le quittait pas. Et mon cœur battait, et de la sueur ruisselait de mon front et de tout mon corps. Tout à coup, un bien-être inexprimable m'envahit. Une voiture de laitier, dont je connaissais bien le roulement, passa sur le boulevard et j'eus en même temps l'impression que l'aube se glissait entre les persiennes closes et qu'un peu de jour dehors se mêlait à l'ombre. Et le jour pénétra dans la chambre. Et d'autres voitures passèrent. Et tous les fantômes de la nuit s'évanouirent. Alors je glissai un bras vers la table, lentement, sournoisement. En face, rien ne remua. Je marquai des yeux le pli du rideau, l'endroit précis où il fallait viser, et je fis le compte exact des mouvements que je devais exécuter, et rapidement j'empoignai mon revolver et je tirai. Je sautai hors du lit avec un cri de délivrance, et je bondis sur le rideau. L'étoffe était percée, la vitre était percée. Quant à l'homme, je n'avais pu l'atteindre, pour cette bonne raison qu'il n'y avait personne. Personne. Ainsi, toute la nuit, j'avais été hypnotisée par le pli du rideau. Et pendant ce temps, les malfaiteurs? Rageusement, d'un élan que rien n'eût arrêté, je tournai la clé dans la serrure, j'ouvris ma porte, je traversai l'antichambre, j'ouvris une autre porte, je me ruai dans la salle. Mais une stupeur me cloua sur le seuil, haletant, abasourdi, plus étonné encore que je ne l'avais été en présence de l'homme. Rien n'avait disparu. Toutes les choses que je supposais enlevées, meubles, tableaux, vieux velours et vieilles soies, toutes ces choses étaient à leur place.
Spectacle incompréhensible. Je n'en croyais pas mes yeux. Pourtant ce vacarme, ces bruits de déménagement. Je fis le tour de la pièce. J'inspectai les murs, dressai l'inventaire de tous ces objets que je connaissais si bien. Rien ne manquait. Et ce qui me déconcertait le plus, c'est que rien non plus ne révélait le passage des malfaiteurs. Aucun indice, pas une chaise dérangée, pas une trace de pas. Voyons, voyons, me demandai-je, en me prenant la tête à deux mains. Je ne suis pourtant pas un fou. J'ai bien entendu. Pouce par pouce, avec les procédés d'investigation les plus minutieux, j'examinai la salle. Ce fut en vain. Ou plutôt, mais pouvais-je considérer cela comme une découverte? Sous un petit tapis perçant jeté sur le parquet, je ramassai une carte à jouer. C'était un set de cœurs, pareil à tous les sets de cœurs des jeux de cartes français, mais qui retint mon attention par un détail assez curieux. La pointe extrême de chacune des 7 marques rouges en forme de cœur était percée d'un trou. Le trou rond et régulier qu'eût pratiqué l'extrémité d'un poinçon. Voilà tout. Une carte et une lettre trouvée dans un livre. En dehors de cela, rien. Était-ce assez pour affirmer que je n'avais pas été le jouet d'un rêve? Toute la journée, je poursuivis mes recherches dans le salon. C'était une grande pièce en proportion avec l'exiguïté de l'hôtel et dont l'ornementation attestait le goût bizarre de celui qui l'avait conçu. Le parquet était fait d'une mosaïque de petites pierres multicolores, formant de larges dessins symétriques. La même mosaïque recouvrait les murs, disposés en panneaux. Allégories pompéiennes, compositions byzantines, fresques du Moyen-Âge. Un Bacchus enfourchait un tonneau. Un empereur couronné d'or, à barbe fleurie, tenait un glaive dans sa main droite. Tout en haut, un peu à la façon d'un atelier, se découpait l'unique et vaste fenêtre. Cette fenêtre étant toujours ouverte la nuit, il était probable que les hommes avaient passé par là, à l'aide d'une échelle. Mais ici encore, aucune certitude. Les montants de l'échelle eussent dû laisser des traces sur le sol de la cour. Il n'y en avait point. L'herbe du terrain vague qui entourait l'autel aurait dû être fraîchement foulée. Elle ne l'était pas. J'avoue que je n'eus point l'idée de m'adresser à la police, tellement les faits qu'il m'eût fallu exposer étaient inconsistants et absurdes. On se fût moqué de moi. Mais le surlendemain, c'était mon jour de chronique au Gil Blas, où j'écrivais alors. Obsédé par mon aventure, je la racontai tout au long. L'article ne passa pas inaperçu, mais je vis bien qu'on ne le prenait guère au sérieux, et qu'on le considérait plutôt comme une fantaisie que comme une histoire réelle. Les Saint-Martin me raillèrent. Daspry, cependant, qui ne manquait pas d'une certaine compétence en ces matières, vint me voir, se fit expliquer l'affaire et l'étudia, sans plus de succès d'ailleurs. Or, un des matins suivants, le timbre de la grille résonna, et Antoine vint m'avertir qu'un monsieur désirait me parler. Il n'avait pas voulu donner son nom. Je le priai de monter. C'était un homme d'une 40aine d'années, très brun, de visage énergique, et dont les habits propres mais usés annonçaient un souci d'élégance qui contrastait avec ses façons plutôt vulgaires. Sans préambule, il me dit, d'une voix éraillée avec des accents qui me confirmèrent la situation sociale de l'individu. « Monsieur, en voyage dans un café, le Gil Blas m'est tombé sous les yeux. J'ai lu votre article. Il m'a intéressé. Beaucoup. Je vous en remercie. Et je suis revenu. Ah. Oui, pour vous parler. Tous les faits que vous avez racontés sont-ils exacts? Absolument exacts. Il n'en est pas un seul qui soit de votre invention? Pas un seul. En ce cas, j'aurais peut-être des renseignements à vous fournir. Je vous écoute. Non. Comment non? Avant de parler, il faut que je vérifie s'ils sont justes. Et pour les vérifier? Il faut que je reste seul dans cette pièce. Je le regardai avec surprise. Je ne vois pas très bien. C'est une idée que j'eus en lisant votre article. Certains détails établissent une coïncidence vraiment extraordinaire avec une autre aventure que le hasard m'a révélée. Si je me suis trompé, il est préférable que je garde le silence. Et l'unique moyen de le savoir, c'est que je reste seul.
Qu'y avait-il sous cette proposition? Plus tard, je me suis rappelé qu'en la formulant, l'homme avait un air inquiet, une expression de physionomie anxieuse. Mais sur le moment, bien qu'un peu étonné, je ne trouvais rien de particulièrement anormal à sa demande. Et puis, une telle curiosité me stimulait. Je répondis « Soit. Combien vous faut-il de temps ?»« Oh, 3 minutes, pas davantage. »« D'ici 3 minutes, je vous rejoindrai. » Je sortis de la pièce. En bas, je tirai ma montre. 1 minute s'écoula, 2 minutes. Pourquoi donc me sentais-je oppressée? Pourquoi ces instants me paraissaient-ils plus solennels que d'autres? 2 minutes et demie, 2 minutes 3/4, et enfin un coup de feu retentit. En quelques enjambées, j'escaladai les marches et j'entrai. Un cri d'horreur m'échappa. Au milieu de la salle, l'homme gisait, immobile, couché sur le côté gauche. Du sang coulait de son crâne, mêlé à des débris de cervelle. Près de son poing, un revolver, tout fumant. Une convulsion l'agita, et ce fut tout. Mais plus encore que ce spectacle effroyable, quelque chose me frappa, quelque chose qui fit que je n'appelai pas au secours tout de suite, et que je ne me jetai point à genoux pour voir si l'homme respirait. À 2 pas de lui, par terre, il y avait un 7 de cœur. Je le ramassai. Les 7 extrémités des 7 marques rouges étaient percées d'un trou. Une demi-heure après, le commissaire de police de Neuilly arrivait, puis le médecin légiste, puis le chef de la sûreté, M. Doudouis. Je m'étais bien gardé de toucher le cadavre. Rien ne put fausser les premières constatations. Elles furent brèves, d'autant plus brèves que tout d'abord on ne découvrait rien, ou peu de choses. Dans les poches du mort, aucun papier. Sur ses vêtements, aucun nom. Sur son linge, aucune initiale. Somme toute, pas un indice capable d'établir son identité. Et dans la salle, le même ordre qu'auparavant. Les meubles n'avaient pas été dérangés et les objets avaient gardé leur ancienne position. Pourtant, cet homme n'était pas venu chez moi dans l'unique intention de se tuer, et parce qu'il jugeait que mon domicile convenait mieux que tout autre à son suicide. Il fallait qu'un motif fût déterminé à cet acte de désespoir, et que ce motif lui-même résultât d'un fait nouveau, constaté par lui au cours des 3 minutes qu'il avait passées seul. Quel fait? Qu'avait-il vu? Qu'avait-il surpris? Quel secret épouvantable avait-il pénétré? Aucune supposition n'était permise. Mais au dernier moment, un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable. Comme 2 agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard, ils s'aperçurent que la main gauche, fermée jusqu'alors et crispée, s'était détendue et qu'une carte de visite toute froissée s'en échappait. Cette carte portait Georges Andermatt, 37 rue de Berry. Qu'est-ce que cela signifiait? Georges Andermatt était un gros banquier de Paris, fondateur et président de ce comptoir des métaux, qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France. Il menait grand train, possédant mail coach, automobile, écurie de course. Ses réunions étaient très suivies, et l'on citait Madame Andermatt pour sa grâce et sa beauté. « Serait-ce le nom du mort » murmurai-je. Le chef de la santé se pencha. « Ce n'est pas lui. Monsieur Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant. »« Mais alors pourquoi cette carte ?»« Vous avez le téléphone, monsieur ?»« Oui, dans le vestibule, si vous voulez bien m'accompagner. » Il chercha dans l'annuaire et demanda le 415-21. « Monsieur Andermatt est-il chez lui ? Veuillez lui dire que monsieur Doudouis le prie de venir en toute hâte au 102 boulevard Maillot. C'est urgent. » 20 minutes plus tard, monsieur Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention, puis on le mena devant le cadavre. Il eut une seconde d'émotion qui contracta son visage et prononça à voix basse, comme s'il parlait malgré lui. « Étienne Varin. »« Vous le connaissez ?»« Non, ou du moins oui, mais de vue seulement. »« Son frère... Il a un frère ?»« Oui, Alfred Varin. Son frère est venu autrefois me solliciter. Je ne sais plus à quel propos. »« Où demeure-t-il »
Les deux frères demeuraient ensemble, rue de Provence, je crois. Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui-ci s'est tué? Nullement. Cependant, cette carte qu'il tenait dans la main, cette carte avec votre adresse. Je n'y comprends rien. Ce n'est évidemment qu'un hasard que l'instruction nous expliquera. Un hasard en tout cas bien curieux, pensai-je, et je sentis que nous éprouvions tous la même impression. Cette impression, je la retrouvais dans les journaux du lendemain, et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretins de l'aventure. Au milieu des mystères qui la compliquaient, après la double découverte si déconcertante de ce 7 de cœur 7 fois percé, après les deux événements aussi énigmatiques l'un que l'autre dont ma demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune indication. « J'ai dit ce que je savais, répéta-t-il. Que veut-on de plus? Je suis le premier stupéfait que cette carte ait été trouvée là, et j'attends comme tout le monde que ce point soit éclairci. » Il ne le fut pas. L'enquête établit que les frères Varin, Suisses d'origine, avaient mené sous des noms différents une vie fort mouvementée, fréquentant les tripots, en relation avec toute une bande d'étrangers dont la police s'occupait, et qui s'étaient dispersés après une série de cambriolages auxquels leur participation ne fut établie que par la suite. Au numéro 24 de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité 6 ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution, et que je m'efforçais de ne plus y songer. Mais Jean d'Aspry, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. On va procéder en présence de l'empereur et dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute, aux premiers essais d'un sous-marin qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. Une indiscrétion nous en a révélé le nom. Il s'appelle 7 de cœur. Le 7 de cœur? Était-ce là une rencontre fortuite? Ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé? Mais un lien de quelle nature? Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. « Qu'en savez-vous » me disait Daspry. « Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. » Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. On prétend que les plans du 7 de cœur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs, ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes, se seraient adressés ensuite, sans plus de succès, à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur ces faits de nature extrêmement délicate et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'Écho de France qui fit alors grand bruit et qui jeta sur l'affaire du 7 de cœur, comme on l'appelait, quelques clartés confuses. Le voici, tel qu'il parut sous la signature de Salvator. L'affaire du 7 de cœur. Un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a 10 ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102 boulevard Maillot un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer. Par l'intermédiaire de 2 individus, les frères Varin, de Lausanne, dont l'un l'assistait dans ses expériences comme préparateur, et dont l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec M. Georges Andermatt, qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait, et il fut entendu que, dès la mise au point définitive de l'invention, M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Durant ces 2 années, Louis Lacombe fréquenta assidûment l'antel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet, jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail, ayant trouvé la fortune définitive qu'il cherchait,
il pria M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermatt. Il s'en alla le soir, vers 11h30. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on n'aboutit à aucune certitude, et généralement il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse, invraisemblable. Mais une question se pose, capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin? Louis Lacombe les a-t-il emportés? Sont-ils détruits? De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment? Nous n'avons encore pu l'établir, de même que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas essayé plus tôt de les vendre. Craignait-il qu'on leur demandât comment ils les avaient eus en leur possession? En tout cas, cette crainte n'a pas persisté, et nous pouvons en toute certitude affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère, et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le 7 de cœur, imaginé par Louis Lacombe, est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison? Nous avons, pour espérer le contraire, des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. Et un post-scriptum ajoutait. Dernière heure. Nous espérons à juste titre. Nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du 7 de cœur n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition, document indispensable à la compréhension totale du projet, sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits, de même que sans les plans, le document est inutile. Donc il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Andermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Varin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Il dira pourquoi, depuis 6 ans, il fait surveiller les frères Varin par des agents à sa solde. Nous attendons de lui, non point des paroles, mais des actes, sinon. La menace était brutale. Mais en quoi consistait-elle? Quel moyen d'intimidation Salvatore, l'auteur anonyme de cet article, possédait-il sur Andermatt? Une nuée de reporters assaillit le banquier, et 10 interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure. Sur quoi le correspondant de l'Écho de France riposta par ces 3 lignes. Que M. Andermatt le veuille ou non, il est, dès à présent, notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons. Le jour où parut cette réplique, Daspry et moi, nous dînâmes ensemble. Le soir, les journaux étalés sur ma table, nous discutions de l'affaire et l'examinions sur toutes ses faces, avec cette irritation que l'on éprouvait à marcher indéfiniment dans l'ombre et toujours à se heurter aux mêmes obstacles. Et soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit et une dame entra, couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et avançai. Elle me dit « C'est vous, monsieur, qui demeurez ici ?»« Oui, madame. Mais je vous avoue, la grille sur le boulevard n'était pas fermée, expliqua-t-elle. Mais la porte du vestibule ?» Elle ne répondit pas, et je songeais qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Elle connaissait donc le chemin? Il y eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda Daspry. Malgré moi, comme j'eusse fait dans un salon, je le présentai. Puis je la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva son voile et je vis qu'elle était brune, de visage régulier, et sinon très belle, du moins d'un charme infini qui provenait de ses yeux surtout, des yeux graves et douloureux.
Elle dit simplement « Je suis Madame Andermatt ». « Madame Andermatt ?» répétai-je, de plus en plus étonnée. Un nouveau silence, et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille. « Je viens au sujet de cette affaire, que vous savez. J'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements. »« Mon Dieu, madame, je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux. Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile. »« Je ne sais pas, je ne sais pas. » Seulement alors j'eus l'intuition que son calme était factice, et que sous cet air de sécurité parfaite se cachait un grand trouble. Et nous nous tûmes, aussi gênés l'un que l'autre. Mais Daspry, qui n'avait pas cessé de l'observer, s'approcha et lui dit « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions ?»« Oh oui, s'écria-t-elle, comme cela je parlerai. »« Vous parlerez ? Quelles que soient ces questions ? » ?»« Quelles qu'elles soient. » Il réfléchit et prononça. « Vous connaissez Louis Lacombe ? » ?»« Oui, par mon mari. »« Quand vous l'avez-vous vu pour la dernière fois ? » ?»« Le soir où il a dîné chez nous. »« Ce soir-là, rien ne vous a donné à penser que vous ne le reverrez plus ? » ?»« Non. Il avait bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement. »« Vous comptiez donc le revoir ? » ?»« Le surlendemain, à dîner. » « Et comment expliquez-vous cette disparition ? » ?»« Je ne l'explique pas. »« Et M. Andermatt ? » ?»« Je l'ignore. » « Cependant… » »« Ne m'interrogez pas là-dessus. L'article de l'Écho de France semble dire… Ce qu'il semble dire, c'est que les frères Varin ne sont pas étrangers à cette disparition. Est-ce de votre avis ? Oui. Sur quoi repose cette conviction ? En nous quittant, Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous les papiers relatifs à son projet. 2 jours après, il y eut entre mon mari et l'un des frères Varin, celui qui vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient aux mains des 2 frères. Et il ne les a pas dénoncés ? Non. Pourquoi ? Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe. Quoi ? Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. Daspry continua. Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans avertir la police, faisait surveiller les 2 frères. Il espérait à la fois reprendre les papiers et cette chose compromettante, grâce à laquelle les 2 frères exerçaient sur lui une sorte de chantage. Sur lui et sur moi. Ah, vous aussi ? Sur moi, principalement. Elle articula ces 3 mots d'une voix sourde. Daspry l'observa, fit quelques pas, et revenant à elle. « Vous avez écrit à Louis Lacombe ? » ?»« Certes, mon mari était en relation. » »« En dehors des lettres officielles, n'avez-vous pas écrit à Louis Lacombe ? D'autres lettres ? Excusez mon insistance, mais il est indispensable que je sache toute la vérité. Avez-vous écrit d'autres lettres ? » Toute rougissante, elle murmura. « Oui. » « Et ce sont ces lettres que possédaient les frères Varin ? » ?»« Oui. » « Monsieur Andermatt le savait donc ? » ?»« Il ne les a pas vues, mais Alfred Varin lui en a révélé l'existence, le menaçant de les publier si mon mari agissait contre eux. Mon mari a eu peur, il a reculé devant le scandale. Seulement, il a tout mis en œuvre pour leur arracher ces lettres. Il a tout mis en œuvre, du moins, je le suppose, car à partir de cette dernière entrevue avec Alfred Varin, et après les quelques mots très violents par lesquels il m'en rendit compte, il n'y a plus eu entre mon mari et moi aucune intimité, aucune confiance. Nous vivions comme 2 étrangers. En ce cas, si vous n'avez rien à perdre, que craignez-vous ? Si indifférente que je lui sois devenue, je suis celle qu'il a aimée, celle qu'il aurait encore pu aimer. Oh, cela j'en suis certaine, murmura-t-elle d'une voix ardente. Il m'aurait encore aimée, s'il ne s'était pas emparé de ces maudites lettres. Comment ? Il aurait réussi ? Mais les 2 frères se méfiaient cependant ? Oui, et ils se vantaient même, paraît-il, d'avoir une cachette sûre. Alors ? J'ai tout lieu de croire que mon mari a découvert cette cachette. Allons donc. Où se trouvait-elle ?
Ici. Je tressautais. Ici? Oui, et je l'avais toujours soupçonné. Louis Lacombe, très ingénieux, passionné de mécanique, s'amusait à ses heures perdues à confectionner des coffres et des serrures. Les frères Varin ont dû surprendre et par la suite utiliser une de ces cachettes pour dissimuler les lettres, et d'autres choses aussi sans doute. Mais ils n'habitaient pas ici, m'écriai-je. Jusqu'à votre arrivée, il y a 4 mois, ce pavillon est resté inoccupé. Il est donc probable qu'ils y revenaient, et ils ont pensé en outre que votre présence ne les gênerait pas le jour où ils auraient besoin de retirer tous leurs papiers. Mais ils comptaient sans mon mari qui, dans la nuit du 22 au 23 juin, a forcé le coffre, a pris ce qu'il cherchait, et a laissé sa carte pour bien montrer aux 2 frères qu'ils n'avaient plus à les redouter et que les rôles changeaient. 2 jours plus tard, averti par l'article de Gil Blas, Étienne Varin se présentait chez vous en toute hâte, restait seul dans ce salon, trouvait le coffre vide et se tuait. Après un instant, Daspry demanda: « C'est une simple supposition, n'est-ce pas? Monsieur Andermatt ne vous a rien dit? » « Non. » « Son attitude vis-à-vis de vous ne s'est pas modifiée et ne vous a pas paru plus sombre, plus soucieux? » « Non. » « Et vous croyez qu'il en serait ainsi s'il avait trouvé les lettres? » « Pour moi, il ne les a pas. Pour moi, ce n'est pas lui qui est entré ici. » « Mais qui alors? » « Le personnage mystérieux qui conduit cette affaire, qui en tient tous les fils, et qui la dirige vers un but que nous ne faisons qu'entrevoir, à travers tant de complications. Le personnage mystérieux dont on sent l'action visible et toute puissance depuis la première heure. C'est lui et ses amis qui sont entrés dans cet hôtel le 22 juin. C'est lui qui a découvert la cachette. C'est lui qui a laissé la carte de M. Andermatt. C'est lui qui détient la correspondance et les preuves de la trahison des frères Varin. « Qui, lui ?» interrompis-je non sans impatience. « Le correspondant de l'Écho de France, parbleu, ce Salvatore. N'est-ce pas d'une évidence aveugle? Ne donne-t-il pas dans son article les détails que seul peut connaître l'homme qui a pénétré les secrets des 2 frères? » « En ce cas, balbutia madame Andermatt, avec effroi, il a mes lettres également, et c'est lui à son tour qui menace mon mari. Que faire, mon Dieu? » « Lui écrire, » déclara nettement Daspry. « Se confier à lui sans détour, lui raconter tout ce que vous savez et tout ce que vous voulez apprendre. » « Que dites-vous? » Votre intérêt est le même que le sien. Il est hors de doute qu'il agit contre le survivant des 2 frères. C'est pas contre M. Andermatt qu'il cherche des armes, mais contre Alfred Varin. Aidez-le. Comment? Votre mari a-t-il ce document qui complète et qui permet d'utiliser les plans de Louis Lacombe? Oui. Prévenez-en Salvatore. Au besoin, tâchez de lui procurer ce document. Bref, entrez en correspondance avec lui. Que risquez-vous? Le conseil était hardi, dangereux même à première vue. Mais madame Andermatt n'avait guère le choix. Aussi bien, comme disait Daspry, que risquait-elle? Si l'inconnu était un ennemi, cette démarche n'aggravait pas la situation. Si c'était un étranger qui poursuivait un but particulier, il devait n'attacher à ses lettres qu'une importance secondaire. Quoi qu'il en soit, il avait là une idée, et madame Andermatt, dans son désarroi, fut trop heureuse de s'y rallier. Elle nous remercia avec effusion et promit de nous tenir au courant. Le surlendemain, en effet, elle nous envoyait ce mot qu'elle avait reçu en réponse. « Les lettres ne s'y trouvaient pas, mais je les aurai, soyez tranquille. Je veille à tout. S. » Je pris le papier. C'était l'écriture du billet que l'on avait introduit dans mon livret de chevet le soir du 22 juin. Daspry avait donc raison. Salvatore était bien le grand organisateur de cette affaire. En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue, mais que d'autres restaient obscurs, comme la découverte des 2 sets de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intriguée peut-être qu'il n'eût fallu, par ces 2 cartes, dont les 7 petites figures transpercées avaient frappé mes yeux en de si troublantes